Enchantée, moi c'est Cécile de Terranis, on est une PME à côté de Toulouse et on a une double expertise en télédétection, donc traitement d'images satellites et géomatique. Je vous présente ici, on fait des observatoires de la végétation urbaine sur mesure avec les villes, sur 3 thématiques, donc la trame verte, la climatologie urbaine et l'occupation des sols. Je vous présente ici un cas qu'on a fait pour Grand Albi. Ils voulaient caractériser les îlots morphologiques urbains pour mieux caractériser le tissu urbain. Donc ils avaient un double objectif, urbanistique et géomatique. Et en fait, les îlots morphologiques urbains, c'est très intéressant comme échelle d'analyse parce que c'est assez fin et ça englobe une notion de typomorphologie homogène. Donc ça s'apparente au pâté de maison et souvent, on est pris entre le cadastre très fin et l'iris, mais qui est très large. Donc on a mis en place une méthode sur la base de l'Institut Paris Région, de celle mise en place par l'Institut Paris Région, qu'on a enrichie avec des données ECSGE. Les plus grandes villes avaient accès à l'îlot morphologique urbain, mais le dernier c'est de 2018. Donc là on a généralisé ça à l'échelle de territoire. Donc d'abord on les identifie et après on les caractérise. Ça permet, par exemple, on voit à gauche de retirer tout ce qui est voirie du pâté de maison pour, quand on les analyse, ne pas prendre en compte ces voies qui polluent un peu les indicateurs. Ici on peut caractériser et différencier par exemple l'habitat individuel continu et discontinu. On a créé de nouvelles classes comme les boisements en zone urbaine qui rentraient dans aucune classe. Et on a comme ça une classe d'occupation du sol beaucoup plus fine du territoire. Ici, vous avez le résultat du coup des IMU de Grand Albi. Et ça, on peut y injecter tous les indicateurs, donc tous les indicateurs Landia, comme la hauteur du bâti, le coef d'emprise au sol. Donc vous avez ici la densité du bâti du Grand Albi-Ligeois à l'échelle des îlots morphologiques urbains. C'est une méthode qu'on peut répliquer partout, dans toute la France, et qui est disponible pour toutes les collectivités, toutes les villes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je vais appeler maintenant au micro la Ligue de protection des oiseaux pour le projet Accueillir les espèces du bâti dans le cadre de la rénovation urbaine. Bonjour. Quand vous commencez à parler, j'allume le chrono. Oui, alors on avait peut-être un support, mais il y a pas mal de problèmes techniques, donc sinon je vais y aller sans, on ne va pas retarder. Amandine Rio, donc je suis directrice renouvellement urbain à la ville d'Orly et je suis accompagnée d'Elsa Caudron de la Ligue des protections des oiseaux d'Île-de-France. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter la collaboration qu'on a menée avec la LPO depuis 2 ans, qui nous permet d'accueillir les espèces du bâti dans nos opérations du nouveau projet de renouvellement urbain de la ville d'Orly. Donc ça a commencé en 2021. La LPO nous a écrit pour nous indiquer que nous avions une colonie de moineaux dans des bâtiments qui étaient voués à la démolition. Et bien évidemment, on devait reconstituer cet habitat pour ces moineaux et d'autres espèces qui se situaient sur notre ville, les martinets noirs et les chauves-souris. Donc on a signé une convention avec la LPO depuis 2 ans, qui se terminera l'année prochaine, qui nous permet de profiter de l'expertise technique de la LPO pour mieux intégrer les besoins de ces espèces, donc vraiment très concrètement d'intégrer des nichoirs dans les opérations, soit de réhabilitation, la réhabilitation thermique d'une grosse copropriété qu'on a sur la ville, donc des discussions avec le syndic et le conseil syndical, pour intégrer dans l'épaisseur de l'isolation des nichoirs adaptés à ces espèces qui sont effectivement menacées. Et puis également dans l'intégrer des nichoirs pour les espèces dans les constructions neuves. Donc à chaque fois, on prend bien en amont le projet avec les architectes et on intègre effectivement des nichoirs dans les façades des bâtiments. On a pu aussi développer plusieurs actions avec la LPO dans le cadre de cette convention, avec là on voit en photo la création de nichoirs, d'ateliers avec des jeunes de la ville d'Orly et de Choisy-le-Roi dans le cadre de la prévention des risques. Donc voilà, c'est une action assez globale qu'on mène en parallèle de notre atlas de la biodiversité communale et qu'on souhaiterait développer à l'échelle de la ville et de l'ensemble de nos projets urbains. Je
Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez encore... on est à 2 minutes 15, c'est comme vous voulez. On va accueillir maintenant la FineApp SRL pour Fine4Leaks. Bonjour. Quand vous démarrez à parler, j'actionne le chronomètre. Il marche? Ok. Oui, il marche. Bonjour à tout le monde. D'abord, je m'excuse si mon français n'est pas parfait. J'essaie de vous expliquer qui nous sommes. FineApp, c'est une start-up, spin-off de l'Université de Padoue de physique nucléaire, bientôt en France. Donc les chercheurs italiens dans les 2017, ils ont fait des recherches et développé une technologie qui peut mesurer les niveaux, la quantité d'eau dans les sols à travers les rayons cosmiques. Les rayons cosmiques qui nous traversent tous les moments, toutes les secondes, ils contiennent des neutrons. Les neutrons, lorsqu'ils rencontrent les molécules de l'eau dans les profondeurs, donc dans le sol, ils sont très ténus. Donc, réussir à calculer combien de neutrons il reste vaporisés dans l'atmosphère peut nous donner une information très importante à bénéfice de plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, notamment combien d'eau il y a dans la neige. Et finalement, on est aujourd'hui ici à parler des fuites d'eau. Donc, pour conforter les villes de tous les pays du monde, parce que nous, on a industrialisé la technologie dans les 2020. Les capteurs FineApp, qui n'est pas invasive sur large échelle, l'information qu'on peut avoir sans contact, une petite boîte de 20 pour 30 cm est installée dans des voitures, une voiture. La mairie va nous confier une map des tuyaux, c'est-à-dire de la canalisation de l'eau. Nous, on va répliquer la map dans un système GPS et notre chauffeur peut pratiquer 150 km par jour et capter tous les fuites, localiser les fuites d'eau à une distance entre 10 et 250 mètres. Donc, nous, on apporte un bénéfice en termes économiques, c'est-à-dire on va coûter beaucoup moins du système traditionnel, c'est-à-dire une économie de 2/3 déjà. Et on fait long parcours, on n'est pas obstaculé dans n'importe quel sol, donc c'est-à-dire sol rural ou urbain, ça va. Et tout grâce à la science. La science nous a donné vraiment un grand bénéfice. Je crois que on a calculé que l'Italie perd les 40% d'eau dans les fuites d'eau, dans les canalisations. La France est beaucoup mieux. On est au 22% de l'eau qui est perdue dans la canalisation, dans votre municipalité. Donc, nous, on est là pour vous aider à capter les fuites. Merci beaucoup, le temps est écoulé. Ok, merci à vous. Merci. On va passer maintenant à la catégorie numérique en confiance avec la Poste pour le pack cyber, s'il vous plaît. Bonjour. Ok. Les slides. Ok. Bien, bonjour. Je vais attaquer sans le slide. Je m'appelle Guillaume Poupard, je suis déjà adjoint de DocaPost. DocaPost, c'est la filiale numérique du groupe La Poste, qui n'est pas très loin d'ici. Et je vais vous parler de cybersécurité. Alors la cybersécurité, c'est un sujet anxiogène, évidemment. Malheureusement, on a vu depuis plusieurs années beaucoup d'attaques se multiplier, et ce n'est pas fait pour s'arrêter. On sait que les grands groupes sont des cibles, on sait que les administrations sont des cibles, les collectivités locales, évidemment, sont des cibles, les particuliers également. Et notre ambition, c'est de proposer une solution qui vous permette de ne pas devenir des experts en cybersécurité, parce que ça, pour les gens que ça passionne comme moi, c'est évidemment sympa, mais
c'est pas l'objet pour tout le monde. L'idée, c'est vraiment de vous proposer quelque chose qui fonctionne, qui vous protège et qui va aller chercher le meilleur de la technologie, parce qu'elle existe aujourd'hui en France, cette technologie. Et le rôle de DocaPost, c'est d'assembler toutes ces briques qui existent, d'en faire quelque chose le plus simple possible. Donc le maître mot pour nous, c'est la simplicité, et de faire en sorte que vous puissiez consommer cette sécurité de la manière la plus évidente possible. Donc voilà, ça a un côté immédiat en termes d'emploi, c'est quelque chose qui existe déjà. On a lancé notre offre au mois de mars. Donc aujourd'hui, on travaille déjà avec plusieurs AMF, on travaille avec plusieurs collectivités qui testent et qui sont même en run sur ce projet. On veut faire ça de la manière la plus accessible possible, donc accessible pour les utilisateurs. Je ne sais pas trop comment le dire, accessible financièrement. Si vous allez voir notre offre et si vous comparez finalement, parce qu'on donne la recette, hein, on vous dit avec qui on travaille, quelles sont les startups, les PME avec qui on travaille en France, bah, vous pourrez les comparer, bah, vous verrez que c'est intéressant de passer par le PAC et vous verrez que l'interface, elle est hyper simple. Donc le but, c'est vraiment de vous protéger de tous ces risques criminels qui peuvent venir chercher à voler les données de vos administrés, des risques d'image. On a encore malheureusement des communes qui se font attaquer avec des sites web qui se font défacer, ce qui est dramatique en termes d'image. Et donc l'idée, c'est vraiment d'être capable de vous apporter cette protection, vraiment avec ce maître mot qui est l'efficacité et la simplicité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. J'appelle maintenant au micro Tralalaire pour Internet sans crainte. Bonjour. Ok. Très bien, je suis prête. D'accord. Ben, pour l'instant, elles n'apparaissent pas, mais merci. Bonjour. Alors, qui n'a déjà pas entendu parler ou même vécu une situation de dispute autour des écrans à la maison? Voilà, je vois des sourires qui acquiescent. Qui n'a pas déjà entendu parler aussi d'un enseignant démuni devant un élève confronté à une situation de cyberharcèlement? Aujourd'hui, ce sont des situations récurrentes et c'est aujourd'hui un énorme sujet de tension et de préoccupation au sein des familles. Nous, on propose en fait une solution pour faire de ce sujet non plus un sujet d'inquiétude et de tension, mais un sujet d'éducation et d'inclusion, avec une proposition pour les collectivités de devenir des collectivités Internet sans crainte. Alors, je vais me présenter. Je suis Axel Dessin. Je travaille pour la société Tralalaire, qui est une entreprise de l'ESS, experte en éducation numérique. Et je dirige chez Tralalaire Internet sans crainte, qui est le programme national d'éducation numérique des jeunes et des familles qu'on opère sous l'égide de la Commission européenne depuis 15 ans. À travers ce programme, on touche 1 million de jeunes, on sensibilise 1 million de jeunes chaque année, des familles, des éducateurs. Et notre mission est vraiment de faire en sorte qu'ils puissent avoir un usage maîtrisé, éclairé et sécurisé du numérique. Et c'est cette expertise et cette expérience qu'on souhaite mettre à disposition des collectivités aujourd'hui. C'est ça ? Alors, devenir une collectivité Internet sans crainte, c'est déjà bénéficier d'un diagnostic personnalisé sur les pratiques numériques des familles pour pouvoir vous faire une proposition personnalisée. Et ensuite, c'est d'outiller, former, sensibiliser. Outiller parce qu'on a plus de 200 ressources numériques d'éducation, du primaire au lycée. Des outils aussi pour les familles, pour les aider à mettre en place un cadre d'utilisation des écrans à la maison. C'est former vos équipes à travers tout un ensemble de formations professionnelles pour pouvoir comprendre les usages numériques des jeunes et des familles et pouvoir mettre en place des ateliers de sensibilisation. Et c'est accompagner aussi dans cette sensibilisation avec des ateliers pour les enfants, les ados et les parents. Ce qu'on vous propose également, c'est de pouvoir engager et fédérer la collectivité toute l'année à travers un calendrier d'événements dédiés à la sensibilisation pour lesquels on est opérateur ou on est impliqué puisqu'on a une convention aussi avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc merci pour votre écoute. Ce prix serait une énorme opportunité pour nous de pouvoir faire connaître cette offre, de la déployer. Notre objectif, ce serait d'avoir 50 collectivités partenaires, collectivités Internet sans crainte pour le prochain Salon d'Ermer. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Vous aviez encore un peu de temps. Ok, merci beaucoup.
J'appelle maintenant Blue Spark pour Blue Spark Gestion intégrée des déchets du territoire. Bonjour. D'accord. D'accord. Du coup, dès que vous commencez à parler, on démarre. Comme ça, pour que l'écran reste visible, comme ça, un petit peu d'œil, vous savez. C'est quand vous voulez. Bonjour à tous. Je suis ravi de venir vous parler de déchets et de poubelles dans l'ère du numérique. C'est un vrai honneur de vous présenter notre innovation. La gestion des déchets, comme vous le savez tous, c'est un enjeu essentiel sur les territoires. 80% des citoyens considèrent que c'est un des enjeux essentiels sur l'environnement. C'est un sujet complexe, coûteux, qui est essentiel et surtout qui sera fondamental pour notre avenir et les problématiques qu'on a à résoudre. Chez Blue Spark, ce que l'on souhaite, société française, start-up innovante, on va dire, c'est de proposer et d'accompagner ce besoin en proposant des plateformes digitales complètes, intégrées, qui dématérialisent l'ensemble des actions et la gestion des déchets. On innove autour de 3 axes, puisqu'on est au prix de l'innovation. La première, c'est qu'on est obsédé par la simplicité d'usage. Il faut que ça soit rapide, il faut que ça soit immédiat, il faut que ça soit sur tous les supports, sur des apps, sur du nomade, etc., etc., etc. Deuxième innovation, c'est la façon dont on travaille en mode collaboratif. On a co-construit cet outil avec Rennes Métropole pendant une année. Et aujourd'hui, sur Rennes Métropole, nos outils, c'est 400 000 bacs, c'est des dizaines de milliers de factures, c'est tous les prestataires, tous les agents techniques de la ville qui sont sur la même base de données, avec chacun leur cas d'usage et leurs besoins. Je vais laisser Chez en dire quelques mots. Donc concrètement, Blue Spark, c'est quoi? C'est une plateforme web en marque blanche, aux couleurs de la collectivité, qui permet de connecter le citoyen à l'ensemble des services, des prestataires, des délégataires, et tout ça de manière dématérialisée, une économie de papier. Donc le citoyen, il peut prendre un rendez-vous encombrant, déclarer un nid de poule sur la chaussée, demander une carte d'accès en déchetterie. Donc c'est très simple, on a plusieurs modules qui vont de la prise de rendez-vous au module incident et avec un module avancé de statistiques pour permettre aux collectivités de piloter leur activité. On travaille sur des technologies modernes et on est capable d'ouvrir plus de 200 API à des partenaires tiers et au service de la collectivité. Donc, un cas d'usage simple, monsieur et madame Poubelle, ils ont besoin de vider leur appart, ils vont prendre rendez-vous encombrant sur l'application et ils ont besoin aussi de demander un bac. L'agent, il n'a plus qu'à aller sur Blue Spark, il a un parcours optimisé de l'ensemble de ses rendez-vous encombrants et sa livraison de bac est automatiquement active grâce à un scan directement sur la tablette. On pourra en parler des heures, mais donc intégrer tous les acteurs connectés pour leur cas d'usage, plus de papier, c'est sécurisé, c'est fiable, c'est rapide, c'est productif. L'avenir pour Blue Spark, on a aussi bâti une plateforme scalable. Donc pour nous, l'avenir, c'est d'étendre notre offre de services auprès des autres collectivités. C'est d'aller à l'international puisque la France est championne dans ce domaine et donc on a la possibilité d'aller en Europe sur d'autres pays. Et enfin, je vous invite à conclure. Vous avez passé 3 minutes. Voilà. Et enfin, l'avenir pour nous, c'est comment utiliser toutes ces informations pour inciter les citoyens à réduire leur production de déchets, augmenter les recyclages et connecter toutes les filières de réemploi et de recyclage sur les territoires. Merci beaucoup. Non, oui, c'est bon. On va passer à la catégorie planification écologique. J'appelle au micro Sina Lagma pour les ombrières végétalisées Châtenay. Ah non, excusez-moi. Ouais, merci Réa. J'ai oublié Ezio. Voilà. Désolé. Ok, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon. Oui, oui. Merci. Bonjour à tous. Vote à main levée. Qui me confierait sa carte bancaire maintenant pour que j'aille lui faire une petite course et me donne son code PIN? Personne, évidemment personne. Pourtant,
en France, des millions de personnes vulnérables à domicile en situation de handicap se voient emprunter, faute de mieux, leur carte de paiement, des espèces ou des chèques en blanc par les intervenants à domicile qui les accompagnent au quotidien. Parce que, faute de moyens, on ne peut pas payer les courses. En 2019, au Salon des services à la personne, on a entendu ce message et on s'est dit, tiens, on va créer Ezio. Ezio, c'est une carte de paiement, rien de magique jusque-là, mais nous, on a créé une interface de pilotage d'un parc de cartes de paiement qui sont prêtées aux intervenants à domicile, qu'ils soient associatifs, privés et ou publics, et je vais y venir, pour que les paiements se fassent via cette carte, que chaque personne à domicile soit ensuite prélevée, qu'il y ait l'historique de tous les achats justifiés sur leur fiche, qu'il y ait même des accès aux aidants familiaux et aux tuteurs qui peuvent contrôler les dépenses, qui peuvent même faire leurs exports au juge des tutelles. Bref, on a apporté de la sécurité, de la transparence, de la confiance dans un métier qui mérite toute notre attention. Et je suis ici aujourd'hui parce que dans les mairies, il y a des CCAS, et dans certains CCAS, il y a des centres d'aide à domicile qui utilisent chaque jour les moyens de paiement de personnes usagées de la ville. Le Trésor public nous a fait l'immense honneur d'accepter qu'on puisse ouvrir un compte ailleurs qu'au Trésor public, parce que ce ne sont pas les deniers publics qui sont sur la plateforme Ezio, mais bien l'argent provisionné de chaque usager. Le CCAS de ce nom s'est lancé dans l'aventure après moult turpitudes. En janvier 2024, ils sont hyper contents, les auxiliaires de vie sont hyper contents et les usagers sont hyper contents. Notre modèle économique, c'est un abonnement, tout simplement, récurrent, au nombre de cartes. Les cartes peuvent être prêtées aux intervenants. On a pris en considération cette rotation et ce turnover fort dans les services à la personne. C'est-à-dire qu'une carte de Catherine ou de Michel, qui est utilisée le lundi, le mardi, mercredi, peut tout à fait être reprise par le CCAS et réaffectée à une autre personne. Bref, vous avez ici la solution qui permet de sécuriser tout le monde et de contenter tout le monde. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. On passe maintenant à la catégorie planification écologique et j'appelle au micro Sinalagma avec les ombrières végétalisées Châtenay, avec une impressionnante maquette. Je pense que les slides vont pas tarder à arriver. Sur le chrono ? Ok. Ça arrive. Sinon, je démarre ça. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Vincent Bechtel, le fondateur de la société de charpente bois Sinalagma. Ce qu'on conçoit et qu'on fabrique chez nous, ce sont des ombrières végétalisées qui ont pour vocation de lutter contre les îlots de chaleur. Alors ces ombrières, elles sont un peu particulières. On a ici une maquette et au pavillon 2 de la biodiversité, vous pouvez voir des vraies structures, des vraies charpentes qu'on peut retrouver dans les cours d'école. On voit une photo ici derrière. Et sur la slide suivante, vous allez voir effectivement l'effet de la végétalisation dans le milieu urbain. Nous, on se positionne comme donc des charpentiers, mais des charpentiers qui végétalisent les lieux où il n'est pas possible de planter d'arbres. On est donc fabricant de mobilier urbain un peu atypique, puisque de nos formations de compagnons charpentiers, on arrive à créer du mobilier urbain qui s'intègre plutôt parfaitement dans les bâtis anciens, dans l'architecture vernaculaire et patrimoniale que vous allez trouver dans vos régions. Les bénéfices que vous allez pouvoir retrouver, c'est à la fois un aspect esthétique et revitalisation de bourgs, par exemple, par des places et des lieux qui sont propices à l'engagement et également d'offrir un service de rafraîchissement, puisqu'on voit qu'effectivement ces ombrières, elles permettent de rafraîchir significativement. J'aimerais bien le slide suivant, s'il vous plaît.
les places minéralisées. On gagne voilà, sur les thermographies infrarouges de l'ordre de 14 degrés en température de surface. Et ça, c'est lié effectivement à la végétalisation, à la couverture végétale. Ces structures-là, ce sont des structures qu'on a retranscrites du Codex Atlantico de Léonard de Vinci, qu'on appelle des structures réciproques, sans clous, sans vis, sans colle, et qui sont garanties 15 ans, et qui permettent justement de ramener un peu de poésie également dans nos bourgs. Et je vous remercie. Merci beaucoup. 2 minutes 13. 2 minutes 13. Oui, parfait. Merci beaucoup. Je vous donne le temps de ramener votre maquette au bercail et j'appelle au micro Bionocta et l'Iné Paysage avec sa solution Bionocta. Bonjour. Allô, allô. Bonjour à tous, je suis Grégory Lameau, un des fondateurs de l'Iné Paysage, qui est une agence de design, biotech et paysage. Je vais vous présenter aujourd'hui Bionocta, qui est une nouvelle technologie lumière, donc une nouvelle source de lumière respectueuse et responsable. Nous, on est une agence de design, on a inventé à l'origine le candélabre, qui est un mat d'éclairage public végétalisé, et c'est très vite posé la question à nous de quel est l'impact de la lumière sur la plante. Du coup, on a travaillé un spectre avec des spécialistes de la lumière, qui est un spectre imperceptible des plantes, parce qu'on s'est aperçu que les plantes aujourd'hui faisaient de la photosynthèse constamment, jour et nuit, avec les éclairages qui sont en place. Du coup, on propose une lumière qui leur permet enfin de dormir. Donc les plantes vont dormir avec Bionocta, et comme la nature est bien faite, c'est une source lumineuse qui va être également respectueuse de l'ensemble de la biodiversité. Donc on ne va pas déranger les flux migratoires des oiseaux, on ne dérangera pas les poissons en zone côtière, au bord des lacs. Il n'y a aucune longueur d'onde bleue. On a enlevé les ultraviolets, les infrarouges. Donc toutes les longueurs d'onde de la lumière qui sont dites négatives n'y sont pas. Donc on va avoir réellement une lumière qui respecte l'ensemble de la biodiversité avec une couleur un peu dorée comme un beau coucher de soleil, une lumière qui nous est plutôt commune et qui va respecter l'ensemble de la biodiversité, laisser dormir les plantes. Donc on va amener ça en milieu urbain. On va développer également cet éclairage pour les paysagistes, les parcs, les jardins. On travaille avec les collectivités, des grands acteurs privés pour les parkings. Donc nous, on végétalise et on éclaire de façon responsable et respectueuse. Merci à beaucoup. Vous avez encore 1 minute si vous voulez. J'ai encore 1 minute. Quoi dire de plus? On va respecter la trame noire. Donc, dans une logique de respecter les trames noires, c'est une lumière qui peut être utilisée avant qu'on éteigne. Nous, on préconisera toujours, bien sûr, d'éteindre, mais dans certains cas de figure, pour la sécurité et le bien-être du concitoyen, on ne peut pas mettre tout le monde tout le temps dans le noir. Donc là, on va avoir vraiment une lumière qui va permettre de respecter tout notre entourage. Nous, en tant qu'êtres humains, on n'aura pas de migraine, on n'aura pas de problème aux yeux, on va être respectueux des épileptiques, des jeunes autistes. Donc c'est une lumière qui est vraiment bienfaitrice de l'ensemble de la biodiversité et nous en faisons partie, évidemment. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Merci. J'appelle au micro Terranis SAS pour sa solution cartovégétation. Je vous invite à prendre le micro. Rebonjour à tous. Dès que vous démarrez, je démarre le chrono. J'ai pas les... Ouais. Oui, bonjour à tous. Donc, Cécile Tondriot, représentante commerciale et marketing de Terranis. Encore une fois, donc PME à côté de Toulouse, avec une double expertise en télédétection et géomatique. Je vous présente ici un cas d'usage qui est né d'un projet qu'on a fait avec France Environnement Île-de-France, qui voulait protéger les continuités écologiques. Et pour ça, il voulait différencier les espèces volantes et rampantes. Ça nous a amené à transformer le produit COSIA, je ne sais pas si vous connaissez, d'occupation du sol. Donc les données COSIA, c'est ce qu'il y a de plus fin à l'heure actuelle. C'est développé par l'IGN, mais il y a quand même des confusions de classes. Et on a
enrichit cette occupation du sol avec la notion de prairie permanente, le bio, le bâti, les routes, les voies ferrées pour créer finalement un COSIA enrichi, un COSIA terrestre. Pour faire quoi? Pour voir où peuvent passer les hérissons, par exemple, et rajouter la notion de voie, par exemple. Il faut prendre en compte qu'une route, ça peut être ou non un frein pour le passage des hérissons, ce qui n'est pas pris en compte aujourd'hui par COSIA. On a aussi créé des indicateurs sur mesure, par exemple ici, la maille effective. Donc, dans un jardin privé, par exemple, sur combien d'espace peut naviguer le hérisson dans cette maille géographique. On a aussi créé le niveau d'anthropisation. Par exemple, dans le ZAN, les jardins privés apparaissent comme artificialisés. Or, le hérisson et l'oiseau peut se déplacer là-dedans. Pareil pour les milieux agricoles, où là, en revanche, les espèces ont du mal à circuler. Et on a mis en place des indicateurs, des tableaux de bord spécifiques pour leurs besoins. Donc, quel cas d'application? Là, ils ont pu, France Nature Environnement Île-de-France a pu mettre en place des cartes de circulation potentielle et de dispersion des espèces rampantes et volantes. Et puis, le mettre en place, ça peut, pour des projets urbains, par exemple, si on voit qu'il y a un passage potentiel de rampant ou volant, on adapte le projet urbain en fonction de ces déplacements. Voilà, c'est disponible partout. On peut très bien inclure ces nouvelles notions dans tous les observatoires Landia. Donc on continue, nous, le partenariat avec France Nature Environnement, mais on peut aussi le mettre en place avec toutes nos villes clientes, Paris, le Grand Paris Seine-Ouest, Grand Albi, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, etc. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le dernier appelé de la catégorie planification écologique, j'appelle la Caisse des dépôts avec Territoire fertile, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de retenir un chiffre pour introduire le thème, la résilience alimentaire. 30%. 30%, c'est la baisse moyenne de production pour les grandes cultures qu'on enregistre en France les années de forts aléas climatiques. Sécheresse, inondations. Donc des événements qui sont amenés à s'intensifier et à augmenter en fréquence dans les prochaines années. 30%, c'est aussi le nombre d'oiseaux qui a disparu des milieux agricoles en 30 ans. Et 30%, c'est aussi la proportion des Français qui restreignent leur alimentation pour des questions financières, en qualité ou en quantité. Et puis je vais juste ajouter 300 pour l'actualité, pour les 300 agriculteurs en colère qui étaient attendus ce dimanche dans les Yvelines. Tout ça pour dire que notre organisation alimentaire est un des premiers contributeurs à la crise environnementale et aussi un des premiers secteurs impactés. C'est un enjeu central de la planification écologique et ça va au-delà des considérations environnementales parce qu'il y a des dysfonctionnements d'ordre social majeurs. C'est dans ce contexte que Territoire Fertile est né. Territoire Fertile, c'est une plateforme numérique gratuite dont l'objectif est de favoriser l'émergence de projets de résilience alimentaire dans les territoires. Des projets comme favoriser l'installation d'agriculteurs dans des conditions dignes, protéger le foncier agricole, mettre en place des filières bio de proximité ou alors relocaliser la production. Comment est-ce qu'on fait pour qu'un outil numérique serve de tels objectifs? Eh bien, nous, on s'est mis à l'écoute des besoins des territoires. Donc on a interrogé plus de 50 agents, élus, citoyens pendant notre phase de recherche et on continue à dialoguer avec eux chaque semaine pour identifier nos priorités dans nos développements. Du coup, fort de tout ça, Territoire Fertile aujourd'hui, c'est, est-ce qu'on peut aller à la slide suivante, des contenus territorialisés pour raconter les enjeux de la transition agricole et alimentaire à l'échelle locale, des contenus simples et accessibles qui peuvent directement servir de support à la concertation ou à l'animation de réunions de projets de territoire. C'est aussi un format court et percutant pour celles et ceux qui manquent de temps, comme les élus. 3 minutes pour comprendre les enjeux prioritaires sur son territoire. C'est aussi à l'inverse des fiches thématiques pour creuser les sujets et aller plus loin sur des thématiques comme le foncier agricole, la baisse des agriculteurs, l'impact des pratiques agricoles sur son territoire. Et enfin, c'est une sélection de projets à fort potentiel qui ont lieu sur des territoires similaires aux vôtres pour inciter le passage à l'action. Demain, Territoire Fertile continue à s'enrichir avec notamment plus d'indicateurs territorialisés, des nouveaux contenus sur l'eau notamment,
et aussi des fonctions de simulation pour évaluer l'impact de projets et se projeter dans un avenir désirable. Je vous invite dès aujourd'hui à tester la plateforme sur territoirefertile.fr. Et je passe le micro à Alexandre. Bonjour, en synthèse, Territoire Fertile incarne une triple innovation. Premièrement, une approche concertée pour être au plus près des besoins des territoires. Deuxièmement, une plateforme digitale qui facilite à la fois la compréhension des enjeux et l'action. Et troisièmement, un commun numérique accessible gratuitement en open source à tous les territoires. Et c'est pour ces raisons que la Banque des territoires, dont je fais partie, soutient ce projet depuis ses débuts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la catégorie solidarité et inclusion. Merci à vous. Et j'appelle La Poste avec le bureau de poste itinérant, s'il vous plaît. Bonjour. Ça passe tout seul apparemment. Ça passe tout seul. Ça a l'air d'être bon. Bonjour. Est-ce que, au lieu d'aller à la poste, vous aimeriez que le bureau de poste vienne chaque semaine en bas de chez vous? Et qu'en plus, ce bureau, il vous renseigne sur les services de l'État et il vous aide sur le numérique. C'est à partir de cette idée simple, il y a quelques secondes en moins là, à partir de cette idée simple qu'on a travaillé avec France Service, comment faire circuler un bureau de poste dans des communes où nous n'avions jamais été présents. L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit de servir les 6 millions de Français qui sont distants de plus de 5 km et plus de 20 minutes des services de la Poste et de l'État. Notre projet, notre réponse à cette question, c'est le bureau de poste itinérant. Depuis 1 an, il y en a 5 qui parcourent les routes de l'Orne, de la Creuse, du Gers, de la Haute-Marne et du Jura, et qui desservent 40 communes d'une taille moyenne de 300 habitants. Alors ces camions, ce sont des condensés de bureaux de poste, puisque dans 9 mètres carrés, vous pouvez y trouver tous les essentiels des services de la Poste, courrier, colis, services bancaires, téléphonie mobile. Vous y trouvez des bouquets de services de proximité, notamment à destination des seniors. Et puis on y trouve aussi la détection des fragilités numériques et même un avant-poste France Service. C'est pour ça qu'on a travaillé avec nos partenaires, notamment la Banque des Territoires qui cofinance, l'ANCT, mais on a aussi beaucoup travaillé avec les municipalités, les préfectures, les acteurs locaux pour concevoir, dessiner les parcours de ces camions et puis en faire la promotion, puisqu'on sait que la meilleure communication, c'est le bouche à oreille. Ce bouche à oreille aujourd'hui, il nous permet de nous adresser à tous les publics. Nous, on pensait s'adresser aux particuliers, bien sûr, retraités, inactifs. Mais aujourd'hui, dans nos camions, un client sur 2 est un client actif. Dans ces actifs, on a des professionnels qui sont artisans, commerçants, professions libérales installés dans les communes. Et on a pu également mettre en place des actions ciblées avec des écoles, des clubs de seniors et puis prochainement familles rurales sur l'inclusion sociale. Pour conclure, je dirais que notre récompense aujourd'hui, c'est la satisfaction des élus, la satisfaction des populations qui se disent 5 étoiles sur Google. Nous, on a le sentiment de poser un nouveau modèle de proximité qui nous paraît très humain. On a l'espoir d'ailleurs d'être rejoint par d'autres, Medicobus, les Gentrucks, pour recréer des vrais moments de lieux de rencontre et de vie dans les communes. Et la suite de l'histoire, on espère qu'elle s'écrira avec vous, élus, représentants de l'État. Si vous n'avez pas de camion aujourd'hui dans vos départements, et si comme nous, vous croyez fort au modèle d'itinérance, alors aidez-nous à démontrer que ces camions, c'est la solution pour maintenir du lien social en ruralité avec les services publics. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est très bien. Hop, ça va, ça tient. J'appelle la communauté de communes des Campagnes de l'Artois pour les stages aquatiques en louant la piscine d'un particulier. Bonjour. Je ne sais pas qui prend le micro. Bien, bonjour tout le monde. Chers membres du jury, laissez-moi vous plonger dans notre paysage quotidien. Au cœur des Hauts-de-France, dans le département du Pas-de-Calais, se trouve notre communauté de communes des Campagnes de l'Artois, composée de 96 communes pour 34 000 habitants.
Nous avons la chance de vivre dans un environnement préservé, au cadre naturel et authentique, dans un territoire dynamique au service de sa population. Mais savez-vous qu'en France, l'été, 500 enfants sont concernés par des noyades? Comment contribuer dans notre petite communauté de communes à cette situation? Nous aidons déjà les écoles en payant 50% de leurs entrées de piscine, mais cela ne suffit pas. Compliqué pour nous de mettre en place des stages aquatiques quand nous n'avons pas d'équipement collectif. À chaque problème, sa solution. Pas de bassin, mais des idées. Louer un camion piscine, beaucoup trop cher pour nous. Notre solution, les enfants plongeront dans la piscine d'un particulier. Ni une ni deux. Antoine, formé à la surveillance de baignade, et Cécile, étapse depuis 20 ans, recherche une piscine et rapidement, une habitante du territoire nous laisse l'accès à sa piscine couverte et chauffée. Et c'est donc en avril 2024 qu'est né le premier stage aquatique pour notre communauté de communes. Donc le service sport de la collectivité a organisé les premiers plongeons pour les enfants dans le bassin d'un particulier. Les enfants apprennent donc à nager dans un environnement qui est calme, un peu comme à la maison, en toute confiance. Les cours allient sécurité, pédagogie progressive et différenciée, surtout la répétition, et sont pensés pour former donc des enfants de 6 à 9 ans qui découvrent donc les plaisirs de l'eau et développent des compétences solides. Un petit budget pour une grande avancée, puisque 80 enfants sont concernés, qui viennent des 4 coins du territoire, 97% de réussite au pass nautique à l'issue du stage, et des enfants ravis et surtout des parents rassurés. En 2025, l'aventure aquatique continuera, mais nous rechercherons d'autres équipements sur notre territoire et essaierons ainsi de développer la solidarité, notamment auprès de nos partenaires touristiques, les campings notamment. Vous l'aurez compris, nous n'avons, nous, rien à vendre. Notre plus belle récompense serait de voir se reproduire ce dispositif sur l'ensemble du territoire français. D'ailleurs, le département du Pas-de-Calais s'intéresse vivement à ce dispositif pour le reproduire sur l'ensemble du département. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. J'appelle le dernier finaliste de la catégorie Solidarité et Inclusion, la Société d'accompagnement et soins palliatifs pour la solution Dernier Secours, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, Dernier Secours, c'est une formation pour apprendre à accompagner un proche ou un voisin en fin de vie. Que faire? Que dire? Qui appeler quand il a mal, quand il se sent abandonné, quand on vient de lui annoncer qu'il va mourir? Si c'était un livre, on pourrait dire que c'est la fin de vie pour les nuls. Ce n'est pas un livre, c'est un atelier qui se déroule avec une quinzaine de personnes en petits groupes. C'est animé par un binôme, un soignant et un non-soignant, expérimenté en soins palliatifs. Et c'est extrêmement interactif. On parle des droits des citoyens, comme les directives anticipées, mais on parle surtout du partage d'expériences. On donne des clés de compréhension de ce qui se passe en fin de vie. On donne des trucs, des tips, des choses très pratico-pratiques. Et à la fin de la session, chacun repart non pas avec un savoir-faire, mais souvent avec un pouvoir-faire. On a chacun entre nous la possibilité d'accompagner un proche. C'est gratuit, c'est pour le grand public, c'est pour les habitants de vos communes, c'est pour tous, c'est pour vous. Créé il y a une dizaine d'années maintenant en Allemagne, ce programme est déployé depuis 2 ans en France par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui est une société savante qui regroupe plus de 20 000 acteurs en soins palliatifs. Afin d'être au plus près des territoires, nous avons aujourd'hui un coordinateur qui est chargé d'organiser des sessions dans vos régions. Nous avons également bien sûr un site internet sur lequel vous inscrire et avoir toutes les informations. Les mairies, les maisons des aidants, les EHPAD, les établissements scolaires, tous ces lieux de vie
sont des lieux pour accompagner et pour accueillir nos sessions. Nous sommes convaincus que ces formations sont des véritables innovations citoyennes en ouvrant un espace de parole libre et sans tabou autour de la mort, en prenant le temps de répondre aux questions que tout le monde se pose. Et nous vous proposons d'offrir aujourd'hui ces sessions au sein de vos territoires. Votre engagement rejoint le nôtre, apporter à chacun un service de proximité, développer des ressources du prendre soin dans les quartiers, créer du lien pour une société plus solidaire. Nous offrons les formations, nous avons besoin de vos lieux et de vos moyens de communication. Vous l'avez compris, les derniers secours, ça ne vous fera pas mourir, ça vous aidera simplement à mieux vivre cette période de la fin de vie. Vous connaissez les premiers secours, ça sauve des vies. Les derniers secours, vous sauverez des fins de vie. Merci de votre attention. On a besoin de vos encouragements. Merci beaucoup. On passe maintenant à la catégorie dynamisme et attractivité locale avec la structure Action Logement Groupe pour la solution InfoJob. Bonjour. Bonjour à tous, Olivier Dubois, je suis le directeur des activités clients de Flandre-Opale Habitat, qui est une filiale immobilière d'Action Logement. Action Logement, dans son rôle, c'est l'accompagnement à l'emploi, le lien emploi-logement, qui est important, c'est d'apporter de l'aide à la mobilité professionnelle, au soutien aux tissus économiques locaux également, y compris en contexte de crise. Et il était important pour nous de donner la priorité à ce lien. Et c'est pour ça que quand sur notre territoire, on a des gigafactories qui s'installent, des usines de recyclage de batteries, la construction de 2 unités d'EPR qui sont prévues, où on va arriver à 20 000 emplois, ben, il nous fallait être présent aussi auprès de nos locataires pour savoir comment les accompagner et comment ceux qui étaient éloignés de l'emploi, en fait, pouvaient retrouver un parcours de vie positif. Et c'est pour ça qu'on a mis en place le projet InfoJob. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter le projet InfoJob porté par Flandre-Opale Habitat qui s'inscrit dans le cadre de la DRETS, donc une dynamique expérimentale en faveur des emplois dans les QPV. Le projet InfoJob a pour objectif de repérer, informer et accompagner les locataires sur les emplois et les formations disponibles sur le territoire. Une première phase a débuté principalement dans le cadre des quartiers prioritaires de l'agglomération dakarquoise avant de se décliner dans un second temps sur le territoire de l'Audoc-Marbois. Pour aller encore plus loin, en février 2024, une action hebdomadaire intitulée Les Bars de l'Emploi, en partenariat avec la mission locale du Dunkerquois, Entreprendre Ensemble, ici présent aujourd'hui, qui vise à être présent au pied des immeubles de manière informelle, afin de détecter les besoins des locataires directement sur le terrain. Petit à petit, des structures nous ont rejoints, des centres de formation, des associations, France Travail et d'autres structures. Parallèlement, basées sur la connaissance de nos locataires, des actions porte-à-porte ont été menées pour être plus proches de nos locataires, ce qui souligne l'importance de ce travail de proximité qui est indispensable. Des résultats remarquables concernant les objectifs de l'appel à projet qui visait à accompagner 135 personnes vers l'emploi. Aujourd'hui, 54 retours à l'emploi. Je suis très fière d'annoncer que le bilan final se chiffre à 52 personnes ayant retrouvé un emploi, mais surtout, nous avons réussi à accompagner plus de 150 personnes. Cela n'aurait pas été possible sans notre approche partenariale très efficace. Nous avons également impliqué nos gardiens d'immeubles, dont le rôle s'est relevé crucial dans le lien avec nos locataires. De plus, nous avons mis en place un questionnaire destiné aux locataires que les chargés de clientèle utilisent lors des premiers rendez-vous afin de détecter et de cerner les besoins spécifiques de nos locataires. Les personnes ayant retrouvé un emploi se sont réinsérées dans divers secteurs tels que la restauration, le service à la personne, le nettoyage, le tertiaire et bien plus encore. Cet accompagnement est personnalisé avant même la remise à l'emploi. Nous aidons à lever les freins périphériques rencontrés par ces personnes. Nous avons établi plusieurs conventions partenariales. Je vais vous demander de conclure puisqu'on est à 3 minutes. Ce projet est une pertinence indéniable. Nous devons continuer à être présents pour nos habitants. C'est dans cette optique que nous avons répondu à un nouvel appel à projet pour lequel nous nous engageons pendant 3 ans. En conclusion, c'est un projet qui est à la fois innovant mais avant tout humain. Nous avons l'opportunité d'apporter une véritable aide à nos locataires sur notre territoire. Et nous sommes déterminés à continuer nos efforts. Merci beaucoup.
J'appelle maintenant l'ANCT avec Deveco. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Je me présente Léa Gisley, je suis intrapreneur de Deveco. Deveco, c'est une solution numérique qui est portée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Cette agence, je pense que c'est important de le rappeler, compte 350 membres qui ont pour mission première d'accompagner les collectivités locales, notamment les plus fragiles, dans la définition de leur stratégie territoriale et dans la réalisation de leurs projets concrets avec un objectif, celui de renforcer l'attractivité territoriale. Deveco, pour faire simple, c'est l'outil métier qui est gratuit, qui est intuitif, qui est construit par, pour et avec surtout les collectivités et qui doit permettre justement de renforcer ce développement économique, cette attractivité locale. Peut-être être un tout petit peu plus concrète en posant là aussi moi quelques questions. Est-ce que, en tant qu'élu ou dans vos équipes, vous vous êtes déjà demandé le nombre exact de salariés qui travaillent par exemple dans le secteur de l'artisanat, l'évolution de cet emploi sur la dernière année et éventuellement les fermetures sur les 3 dernières semaines? Est-ce que vous avez pu passer quelques heures à lister les contacts, les coordonnées des commerces de bouche de votre territoire pour les informer qu'ils allaient être impactés par un chantier d'aménagement urbain, par exemple? Est-ce que vous avez pu rêver en moins de 5 secondes de produire une cartographie avec tous les professionnels de santé également présents sur, par exemple, une communauté de communes? Et puis peut-être un dernier point, parce que c'est important de parler du zéro artificialisation net. Est-ce que vous vous êtes demandé comment mettre en visibilité de jeunes créateurs un local d'activité vacant sur votre zone industrielle, de manière simple? Ces cas d'usage, depuis 2022, vos agents en collectivité nous les remontent et Deveco aujourd'hui y répond. On a près de 1000 collectivités qui se connectent régulièrement, principalement des communes, des communautés de communes, pour offrir un service d'accompagnement de proximité aux entreprises, aux créateurs. Depuis début 2024, on a 10 000 entreprises qui bénéficient d'un accompagnement dans Deveco, 5 500 créateurs d'activités sur des thématiques comme le foncier, l'immobilier, les besoins de recrutement, mais aussi des aides économiques. Il reste encore pas mal de choses à faire. La première, c'est de continuer à déployer. On a besoin de vous en qualité d'utilisateur parce que c'est vos retours qui permettent de faire évoluer le produit et de l'améliorer au quotidien. On a également besoin de votre soutien parce que les entreprises, c'est intéressant, mais on sait que derrière les entreprises, il y a aussi la vie associative, la vie culturelle, les professionnels de santé. On pense à toutes ces déclinaisons de Deveco qui pourraient être du Dev Asso, du Dev Culture, du Dev Santé. Et donc, du coup, on a vraiment besoin de votre soutien. Je ne sais pas s'il me reste 30 secondes, mais je voulais laisser une parole peut-être à ceux qui comptent le plus, c'est-à-dire à ceux qui accompagnent au quotidien les usagers. En l'occurrence, un développeur économique que je remercie, même s'il n'est pas au courant que le site, qui s'appelle Nicolas Dachat, qui travaille dans la commune de l'île d'Abo, et qui nous a écrit l'autre jour pour nous dire que Deveco, ce n'était pas juste une base de données, que c'était vraiment un observatoire qu'on pouvait enrichir, communiquer, partager avec l'ensemble des acteurs au sein d'une collectivité, et que c'était surtout l'outil qui était absolument indispensable aux développeurs économiques aujourd'hui. Donc un grand merci à lui et un grand merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup. Pile 3 minutes. J'appelle maintenant toujours la NCT avec Doc Tripper, s'il vous plaît. C'est pas la NCT? Ok, autant pour moi. C'est indépendant. C'est indépendant, ok. Et avec la commune de Brive-la-Gaillarde. C'est noté. Bonjour à tous, je suis Alexandre Chéroux, je suis chirurgien dentiste et je suis le fondateur de Doc Tripper. Doc Tripper accompagne les collectivités dans la stratégie de recrutement de professionnels de santé en mettant l'expérience du territoire au centre de l'action. Je suis installé en Corrèze depuis 7 ans et j'ai acquis 2 convictions. La première, c'est qu'il faut faire une expérience positive d'un territoire pour s'y engager durablement. Et la deuxième, c'est que les territoires ont un rôle clé à jouer pour attirer de nouveaux professionnels de santé. Chez Doc Tripper, nous innovons par les outils, la méthode et le réseau, en permettant aux collectivités d'améliorer le recrutement de candidats, tout en continuant à soutenir les professionnels installés sur le territoire. Entre autres, c'est un site internet qui permet à la collectivité de soutenir et enrichir les annonces proposées par les professionnels du territoire pour les rendre plus attractives. Et les stages, les remplacements vont permettre de faire tester sans engagement votre territoire à de jeunes professionnels pour les inviter à s'y engager. Ça permet également de compléter l'offre de soins temporairement pendant le remplacement. Et les candidats qui seront séduits seront plus à même de revenir
et de faire des retours positifs du territoire. Doctripper, c'est également un réseau de partenaires du médical et un lien privilégié avec les étudiants qu'on va pouvoir solliciter en fonction de leurs critères pour leur proposer des postes chez vous. On accompagne depuis janvier la ville de Brive et je vais passer la parole à monsieur le maire. Merci Alexandre. Donc, Frédéric Soulier, maire de Brive et président de la communauté d'agglomération de Brive. Comme tous les élus de France et de Navarre, nous sommes tous victimes d'une certaine désertification du monde médical et de l'organisation des soins et de l'attractivité. Nous, on a décidé, bien sûr, depuis maintenant 3 ans, de décloisonner un peu le monde médical et d'aller chercher des complicités et des associations publiques-privées pour répondre à cette problématique qui nous concerne tous. On est tous même ici, parfois en recherche d'un médecin spécialiste, quelle que soit d'ailleurs sa profession. Et donc, nous avons décidé de soutenir l'excellente idée du docteur Chérou, donc, qui vient de le dire, hein, je n'ai rien de plus à rajouter, si ce n'est que d'avoir créé une communauté médicale et une communauté aussi d'organisation qui se tourne vers ces professionnels, qui soient, quel que soit leur cursus, étudiants, en recherche de stage ou en début d'activité, et donc recherchant aussi à faire des remplacements, finalement à essayer de se parler les uns et les autres, d'essayer de raccourcir le temps d'attente pour nos clients et pour les particuliers qui recherchent à se faire soigner. Et puis c'est d'accès aussi à l'attractivité d'un territoire, aussi pour venir essayer de venir s'installer à Brive ou en Corrèze et pour être performants ensemble. Voilà pourquoi nous soutenons l'action du docteur Chérou. Juste pour terminer, sur Brive, c'est 2500 heures de soins qui ont été préservées grâce à Doctripper l'année dernière avec la venue de 5 stagiaires, 6 remplaçants et 3 collaborateurs. On accélère l'année prochaine grâce à la Banque des territoires afin de pouvoir accompagner, comme nous l'avons fait avec Brive, tous les territoires en France qui le souhaitent. Merci. Merci beaucoup. Merci. On passe maintenant à la catégorie sécurité, prévention et gestion des risques avec Rivage Scope SARL pour sa solution WebNC. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis François Déhay, je suis le directeur du syndicat mixte du littoral de la Seine-Maritime, et Yves Soufflet qui est le directeur de l'entreprise WebNC. Donc nous, en tant qu'acteurs gémapiens, on a la responsabilité de protéger les biens et les personnes face à la submersion marine, et notamment de gérer la digue d'Étretat qui protège quasiment 5000 équivalents habitants que vous voyez dans la zone orange, correspond en fait au centre-ville d'Étretat. Pour protéger ces populations, on est garant du niveau de protection de notre digue, qui se calcule, on va dire, selon 3 paramètres. Le premier, le niveau d'eau, lié au coefficient de marée. Le deuxième, la houle, les types de houle qui peuvent évoluer notamment en fonction des différents vents. Et le troisième paramètre, c'est la présence ou non de quantité importante de galets, comme vous voyez sur la photo, devant la digue. Et à ce titre, on a un cordon de galets sur Étretat qui est ultra mobile, qui peut évoluer d'une marée à l'autre, et de ce fait, une grande difficulté pour nous d'alerter les populations au bon moment. Pour faire le mixte de ces 3 paramètres, eh bien, en fait, on a fait appel à l'entreprise WebNC. Merci François. Et donc sur le slide suivant, vous allez pouvoir voir quelques exemples d'indicateurs que nous, on développe. On a trouvé vraiment le client idéal avec Étretat. C'est notre plus ancien client. Ça fait 6 ans qu'on est sur la digue d'Étretat. Notre métier, c'est de poser des caméras au plus proche de la plage et de filmer en continu pour voir tous les événements qui concernent les risques littoraux. Donc on mesure ce qui est érosion des plages, la morphodynamique de la plage, donc le cordon de galets dans le cas présent, tout ce qui est dynamique de houle, courant de baïne et submersion marine. Donc on arrive à avoir un outil qui mesure un état complet de la plage et qui fournit à la fois de la connaissance, donc pour tous les organismes gémapiens responsables des inondations et des risques de submersion, mais aussi des outils avec de l'image, où on peut vraiment faire de la sensibilisation sur les risques littoraux, parce qu'on a des images qui montrent ce qui se passe pendant les événements. Et c'est depuis 6 ans qu'on est là-bas. C'est un territoire d'innovation sur lequel beaucoup de gens sont venus se greffer, les universitaires. Météo France est venu implanter des bouées pour justement faire de la validation de données avec nous. Et on a pu comme ça développer une expertise sur le risque submersion à Étretat qu'on a envie de continuer avec vous dans les années prochaines. Et donc pour conclure, en fait, la dernière étape de ce projet, c'est de créer une interface pour les décideurs
une interface qui va mouliner l'ensemble de ces paramètres pour savoir à quel moment exactement on va dépasser le niveau d'alerte et donc avoir la nécessité d'évacuer les populations. Et à la minute où je vous parle, on est en phase de submersion, donc je vous laisse parce que je retourne en Seine-Maritime voir s'il y a des dégâts. Voilà. Merci beaucoup. J'accueille maintenant l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques pour la solution Préparisque. Bonjour. Alors, défilez Non, les- j'en ai deux que le jeune homme va lancer, mais ça ne devrait pas tarder. Je suis Laurence Bonhomme, bonjour à tous. Je suis enchantée de partager avec vous une solution qui s'appelle Préparisque. C'est une opération nationale pour se préparer à faire face aux risques majeurs spécialement faite pour les communes et les intercommunalités. Alors, les risques majeurs, voilà, la slide arrive, où les catastrophes naturelles et industrielles viennent régulièrement questionner notre vulnérabilité. Dans un contexte de changement climatique, la préparation apparaît plus que jamais comme un élément majeur de l'adaptation de nos sociétés. Pour y répondre, l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques, communément appelée AFPCNT, organise depuis 2023, avec l'appui du ministère de la Transition écologique et de nombreux autres partenaires, une campagne nationale d'exercice de simulation de gestion de crise pour les collectivités françaises que nous avons donc baptisée Préparisque. Cette campagne dédiée à la sensibilisation et à la préparation opérationnelle des acteurs locaux se donne comme principaux objectifs de fournir un dispositif d'exercice gratuit et clé en main à toutes les communes et intercommunalités de France hexagonale ainsi que les Outre-mer. Permettre aux collectivités de tester sans préparation préalable les premiers dispositifs prévus dans les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde. Proposer un scénario d'exercice rapide pour tous les risques naturels et technologiques majeurs. Offrir aux participants une possibilité de s'appuyer facilement sur une plateforme numérique dédiée et adaptée. Permettre aux collectivités de satisfaire à leurs obligations réglementaires d'entraînement face à la gestion des risques à mener au moins une fois tous les 5 ans. Pour ces exercices, une durée de 2 à 3 heures avec 2 niveaux de difficulté sont proposés en fonction de la préparation de chaque commune. Et si on peut passer à la slide numéro 2, s'il vous plaît. Entre 2023 et 2024, là je vais vous donner quelques chiffres assez marquants. 41 exercices ont ainsi été menés avec plus de 6000 inscriptions enregistrées. Les analyses et retours à chaud des joueurs permettent de dresser un premier bilan d'IRETEX. Nous avons eu 97 sur 101 départements représentés. 81% des joueurs ont alerté leur population sans aucune difficulté. 73% des joueurs pensent pouvoir améliorer leur propre gestion des risques. 90% des joueurs estiment que ces exercices participent à la culture du risque. Ces exercices préparisques ont plusieurs avantages et je vais essayer de conclure rapidement. Merci. La totalité des joueurs ont pu découvrir les scénarios au fil de l'eau, donc tout à fait comme une crise réelle. Pour les participants, ils ont pu télécharger la main courante et bénéficier de leur propre scénario afin d'améliorer leur dispositif. Et je conclurai, les modalités de mise en œuvre de ces exercices préparisques permettent d'imaginer de nouvelles adaptations pour le futur session. Pour continuer à préparer les territoires face à ces crises, je vous donne rendez-vous en 2025. Merci de votre attention. Merci à vous. J'accueille maintenant l'AN SSI pour la solution Mon Aide Cyber, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Donc, je suis Martin Véron, je suis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est l'agence étatique, autorité nationale en termes de cybersécurité et de cyberdéfense.
Donc je suis l'intrapreneur de Mon Aide Cyber et je suis également délégué et représentant de l'agence en Nouvelle-Aquitaine. Donc Mon Aide Cyber a été créé à la suite de 3 constats qu'on a posés. Donc le premier, malheureusement, un grand nombre de cyberattaques constatées sur les collectivités et toutes les entités de petite taille dans les territoires. Notre dernier rapport d'état de la menace constate que la moitié des entités qu'on accompagne en cas de cyberattaque sont des petites structures, donc petites collectivités, moyennes également, et aussi des TPE-PME. Second constat qu'on a posé aussi dans les territoires, c'était suite à une rencontre avec Lise, qui est une directrice informatique dans une communauté de communes dans le Béarn. Elle nous a partagé avoir un espèce de syndrome du garagiste. Alors je ne sais pas si ça vous parle, le syndrome du garagiste. Moi, ça me parle beaucoup parce que j'y connais pas grand-chose en mécanique. Mettez-vous en situation, c'est comme si lorsque vous allez chez le garagiste pour une vidange, ce dernier va vous dire il faut aussi changer ce compresseur, ce condensateur, il faut changer vos pneus, etc. Donc vous êtes vite perdu, vous avez du mal à lui faire confiance ou pas. Et bien en cybersécurité, c'est pareil. Vous avez déjà des antivirus, peut-être un pare-feu, et on va vous parler de d'autres solutions, de d'autres projets. Donc il y a une certaine défiance à l'égard des prestataires. Et troisième constat, on a constaté aussi dans les territoires un grand nombre d'entités qui sont prêtes à accompagner leur écosystème local, leurs bénéficiaires et aussi leur écosystème sectoriel pour les aider à mener une première démarche de cybersécurité. Donc sur la planche suivante, s'il vous plaît. Donc Mon Aide Cyber, en fait, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un service gratuit de l'agence qui vous propose de réaliser un diagnostic de premier niveau de sécurité. Et pour casser ce syndrome du garagiste, on va vous mettre en relation avec des aidants cyber qui ont été formés et référencés par l'agence partout dans les territoires. On a formé aujourd'hui près de 1000 aidants dans tous les départements, en Corrèze, en Normandie et également dans les Outre-mer. Et donc à la suite de cette formation, ils ont reçu un accès sur notre dispositif de diagnostic qui s'appuie sur notre connaissance de la menace et qui en 1h, 1h30 vous permet de dégrossir le sujet de la cybersécurité et surtout vous orienter vers un plan d'action concret, pragmatique et simple, adapté à tout type d'entité, peu importe votre budget, peu importe vos ressources. On vous propose de mener 6 actions priorisées sur les 6 prochains mois avec des mesures qui peuvent être simples mais parfois pas appliquées malheureusement dans les collectivités, telles que la disposition de sauvegarde déconnectée de votre système. On vous expliquera ce que c'est une sauvegarde déconnectée de votre système. On vous proposera aussi, si vous le souhaitez, des mises en relation avec des prestataires de confiance pour vous accompagner dans la mise en œuvre des mesures. Aujourd'hui, on a réalisé, je vais vous demander de conclure, 1500 diagnostics dans les territoires. Donc nos mesures, on l'a constaté, elles sont bien adaptées. On les a retravaillées suite au retour terrain et nos bénéficiaires. Donc je vous invite tous, toutes les startups qui ont pitché d'ailleurs, toutes les collectivités qui sont ici présentes, à solliciter une demande de diagnostic gratuite sur monaide.cyber.gouv.fr. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Ça tient. J'appelle dernier finaliste de la catégorie, la SMACL pour le DICRIM numérique de la ville de Niort, réalisé en partenariat avec le groupe Maïf. Hop. Oui, c'est la zapette, oui. Oui, oui. Le vert, c'est pour avant. Ouais, exactement. Quand vous voulez. Bonjour à tous. Je vous présente Laurent Audet. Laurent, il est officier des sapeurs-pompiers et directeur des risques de la ville de Niort. Et moi-même, Ronan Désérable, je suis catalyseur d'innovation. Voilà. On va vous présenter le DICRIM numérique de la ville de Niort. Alors le DICRIM, il faut avoir 2 choses en tête. C'est quoi? C'est l'information préventive à destination des citoyens, premier point. Deuxième point, c'est la réglementation, les obligations réglementaires accrues par la loi Matras de 2021. 2 enjeux qu'on va partager sur la diapositive suivante. Le premier à avoir en tête, c'est que la culture du risque en France est trop faible. Un Français sur 2 ne sait pas quels sont les risques autour de chez lui. Ça, c'est le premier point. Donc, enjeu d'acculturation risque. Deuxième point, l'obligation réglementaire du DICRIM. Une commune sur 2 ne l'a pas réalisée. C'est environ 10 000 communes. Donc, c'est un enjeu considérable. Donc, ça, c'est pour l'enjeu. Et l'enjeu, c'est développer la résilience au sein des territoires, enjeu d'adaptation et enjeu d'accélération de cette adaptation. Alors à Niort, qu'est-ce qu'on a fait concrètement, Laurent? Si on peut avoir la slide suivante. Alors à Niort, effectivement, on est dans les mêmes statistiques que ce qui est au niveau national, à savoir
un Niortais sur deux de l'agglomération a un DICRIM. Voilà. Donc on a répondu à un triple enjeu. Le premier enjeu, c'était un objectif de répondre à la réglementation, d'avoir un DICRIM. Le deuxième, c'était on s'insérait dans un projet d'objectif de développement durable. Et le troisième, c'était d'avoir un outil qui soit autrement qu'un outil papier, comme on le fait habituellement et comme on l'avait dans notre commune. Et donc, on a voulu, avec le partenariat qu'on a eu avec la SMAC, avoir un outil numérique et digitalisé. Si on peut avoir la slide suivante, ce serait super, parce que ça présente l'outil. Et donc, merci. Donc, cet outil, il est sur notre portail de la commune, le document d'information communale sur les risques majeurs. Il présente, comme vous le voyez sur la partie droite, les risques majeurs avec l'ensemble des risques, les risques naturels, technologiques, sociétaux, les risques sanitaires. Et dans chaque type de risque, voilà, on vous a pris l'exemple des risques naturels, on a décliné les risques inondations, météorologiques, reteck, gonflement d'argile, cavités souterraines et autres. Voilà. Et ce qui est très intéressant, et nous, ce qui nous a paru pertinent, ça a été le fait, premier point, d'avoir une information précise du risque du domicile. C'est-à-dire qu'en mettant l'adresse du domicile, ici le 9 quai Métayer à Niort, on a précisément l'habitation qui est ici, mon habitation ou mon entreprise, et j'aurai tous les risques de mon entreprise. Que je sois niortais, que je sois un Parisien qui vient travailler pendant le Covid à Niort, etc., etc., je sais les risques auxquels je suis confronté sans avoir besoin de regarder dans un document comme ça, pas suffisamment précis. Deuxième point, c'est l'information spécifique. Je vais vous demander de conclure. Pas la diapo. Donc l'information spécifique, c'est que les scénarios, on s'est servi de l'open data pour connaître les risques précisément, également en situation de crise. Voilà. Donc de savoir à partir de quel moment ma maison va inonder. Et le troisième point, très important, dans ma carrière d'officier, j'ai souvent vu des comportements qui étaient mal adaptés. On l'a encore vu sur les inondations à Valence. Aller chercher des voitures dans les sous-sols quand il y a l'inondation, ce n'est pas le bon comportement. Donc on a inséré dedans des tutos, des MOOC, des vidéos permettant de sensibiliser la population, ce qu'on ne pouvait pas faire dans cet outil-là. Merci beaucoup. Prochaine étape, pour conclure, ce qu'on a fait avec la ville de Niort, on est en capacité à le proposer pour l'ensemble des communes de France ou les EPCI, et on va le proposer d'ici quelques semaines. La proposition de valeur, elle est simple, c'est votre DICRIM clé en main pour vous permettre de répondre à vos obligations réglementaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on va déployer fort de cette expérimentation avec la ville de Niort dans les semaines à venir, totalement digitalisé et toujours à jour. Merci. On va continuer sans plus tarder avec la catégorie sobriété énergétique. J'appelle Action Logement pour sa réalisation de 105 logements à Val-de-Reuil en construction et chaufferie 100% bois. Tenez, la slide ne devrait pas tarder à s'afficher. Et si vous voulez faire défiler, c'est là. Bonjour. Voilà. Alors normalement, il y a une petite vidéo. C'est vers eux qu'il faudra... J'appelle la production pour la vidéo. Peut-être que je peux vous inviter à commencer, puis la vidéo suivra. Super. Du coup, Philippe Souchal, directeur de la maîtrise d'ouvrage chez 3F Normandie. Donc je vais tâcher de vous convaincre pour vous dire où, pourquoi et comment 3F Normandie, bailleur social en Normandie d'Action Logement, qui gère à peu près 25 000 logements, innove et œuvre à une sobriété maximale. Donc il y a une vidéo qui devrait être diffusée si tout fonctionne correctement. Sur la commune la plus jeune de France, donc, qui est Val-de-Reuil, qui dès son origine à la fin des années 70 a eu pour ambition d'être une ville bas carbone. Nous y logeons près du quart des 13 000 y habitants. Dans la continuité de cette collaboration historique, amplifiée ces dernières années par une rénovation urbaine, la ville nous a confié le soin de construire une résidence qualitative et performante qui est à côté de mobilité douce, de la gare SNCF et d'un magnifique écrin de verdure sur les rives de l'Eure. En lien étroit avec la ville sur la programmation du projet et sa conception, notre ambition commune a été de produire une résidence remarquable, très bas carbone, d'une construction de centaines de logements collectifs qui dépasse largement le seuil 2031 de la réglementation environnementale 2020. Elle fait 7% de mieux
que le seuil le plus exigeant de la réglementation environnementale sur l'indicateur carbone. Elle fait 350% de mieux sur l'indicateur énergétique et elle fait 3 fois mieux sur le seuil biosourcé niveau 3 qui consiste un peu pour projet de consommer 107 kg par mètre carré de matériaux biosourcés. Comment? Donc en construisant une résidence qui stocke du carbone au lieu d'en émettre et une production d'énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre, nous avons recherché une solution constructive innovante qui permet d'avoir un très faible cycle d'impact carbone tout au long du cycle de vie du bâtiment. Donc c'est une résidence qui a été construite en 100% bois avec une isolation en fibre de bois. Elle permet d'économiser 60% de masse structurelle en béton, qui est l'équivalent à peu près de 3000 m3 de matériaux non renouvelables. Et cette résidence stocke à elle seule 1060 tonnes de CO2. La réalisation de cette résidence a recours à des outils d'avenir pour l'industrie du bâtiment, qui est la construction hors site, et son outil nécessaire qui est le BIM, donc la maquette numérique. En effet, cette performance est aussi acquise par le fait que le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire est assurée par une chaufferie collective 100% bois, sans appoint gaz, dans le cadre d'un marché global de performance qui nous permet d'assurer pendant 15 ans les charges de chauffage les plus faibles pour nos futurs locataires. Donc cette résidence est reproductible financièrement car elle coûte à peu près 2200 € par mètre carré de surface utile, donc soit à peu près 10-15% qu'une construction de logement classique en RE 2020. Donc toujours dans cette logique de coopération étroite avec la ville de Vallereuil, nous avons donc lancé conjointement cette année une opération de 80 logements avec les mêmes objectifs, avec cette volonté d'innovation et d'exemplarité environnementale. Bon, quel que soit le lauréat ce soir, j'espère que cette résidence sera la locomotive pour des futurs projets ambitieux. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je vais appeler maintenant Poma pour la solution SolarWay. Bonjour. Ouais, vous appuyez sur le bouton vert pour passer les slides, à condition qu'elles apparaissent là. Je mets le chronomètre et puis vers 2 minutes 50, je fais un signe. Bonjour à tous. Je suis Mathieu Babaz, je suis responsable de la prospective et de l'innovation durable chez Poma. On va passer à la slide suivante. Ouais. Ça y est. Donc Poma, nous sommes un industriel français basé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 90 ans. Notre spécialité, c'est la mobilité par câble, avec des applications pour la mobilité urbaine décarbonée, pour la montagne, les stations de sport d'hiver historiquement, mais aussi pour le transport de matériaux décarbonés, sans l'usage de camions et pouvant même produire de l'énergie. Donc on développe, on installe et on opère des solutions de transport par câble telles que vous les voyez à l'écran, des télécabines, des téléphériques, des télésièges, etc. Alors l'innovation que je vais vous présenter n'a rien à voir avec la mobilité de personnes. Simplement, dans une logique de diversification et de réutilisation de nos compétences pour déployer des solutions vertueuses pour l'environnement, pour le développement durable, nous avons réutilisé notre savoir-faire et notre expertise en câble, donc aussi bien pour le calcul de structures à câble, mais aussi pour leur installation et leur maintenance, en développant une innovation qui s'appelle SolarWay, qui est une ombrière photovoltaïque dynamique sur câble. Donc SolarWay, Airway pour Ropeway, qui est la voie du câble, mais aussi Airway pour la voie de l'air. Le principe, c'est qu'on utilise des panneaux photovoltaïques suspendus au câble qui sont capables de bouger en rotation pour s'adapter au mieux à l'orientation du soleil, mais aussi pour protéger ce qu'il y a au sol des intempéries. On a deux applications principales cibles. L'une qui est les parkings. Donc il y a de nombreux parkings aujourd'hui à équiper en termes d'énergie solaire. Notre solution a la particularité de permettre des grandes distances entre les pylônes, de l'ordre de 50 mètres, alors que toutes les solutions actuelles sont de l'ordre de 5 à 10 mètres. Ce qui fait qu'on divise le nombre d'appuis par 5 à 10. Cela permet aussi d'utiliser moins de matières premières,
puisqu'on a très peu d'impact environnemental, très peu de matières premières, acier, béton, fondation utilisées. Et on est capable de produire 25% d'énergie en plus pour une même surface. On a aussi l'opportunité de désartificialiser et désimperméabiliser les sols avec cette solution qui laisse passer l'eau et qui permet à la végétation de s'épanouir. Je vais vous inviter à conclure. Je conclue en 30 secondes. 10 10 secondes, allez. C'est aussi donc une source de revenus complémentaire pour les collectivités et permet de produire de l'énergie renouvelable faiblement carbonée sur le territoire en local. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. J'appelle maintenant la FNCCR pour son adhérent SDE35 Ille-et-Vilaine pour la solution Partenaire 35. Bonjour. Je vous fais un signe, il y a 2 minutes 50. Bon, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Olivier Dehaze, le président du SDE35, syndicat départemental d'énergie d'Ille-et-Vilaine et administrateur à la FNCCR. Partenaire 35, l'idée, elle est née en 2022, à l'automne 2022, quand les prix de l'électricité étaient extrêmement hauts. Vous vous souvenez tous ceux qui sont maires, les difficultés qu'on a eues à envisager, les factures qu'on allait avoir d'électricité en fin 22 et courant 2023. On est allé demander du soutien au gouvernement en termes de bouclier tarifaire et on pouvait en rester là, mais on avait surtout besoin de pouvoir trouver des solutions locales pour que la production d'énergie renouvelable locale puisse être partagée localement et bénéficier à tout le monde. Et surtout parce qu'au SDE35, on gère un groupement d'achat d'énergie pour près de 300 communes d'Ille-et-Vilaine. On s'est dit qu'il fallait qu'on puisse mettre en place une solution qui soit simple, reproductible, facile d'accès pour tous les maires et pour toutes les communes sur leurs achats d'énergie et pour garantir un prix stable de long terme pour une partie de leur fourniture d'électricité. Et donc, il s'est agi de mettre en place un système autour de boucles d'autoconsommation collective avec un partage local de l'énergie qui bénéficie essentiellement aux communes, mais qui soit aussi ouverte à un certain nombre d'autres acteurs. Merci Olivier, moi c'est François Béline, je suis responsable du pôle expertise au SDE35. Et du coup, on a créé l'association Partenaire 35 qui en fait organise tous ces échanges d'énergie entre les producteurs et les consommateurs. En fait, qu'est-ce que l'autoconsommation collective? En quelques mots, c'est l'idée de consommer au moment où ça a produit, mais avec un producteur local qui habite pas très loin, en fait, à moins de 2 km. Il y a aussi un peu plus de restrictions au niveau de la puissance, mais on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. On vous demandait aussi pourquoi on a candidaté sur le lot sobriété énergétique. En fait, on est persuadé que c'est la première brique d'un nouveau modèle d'approvisionnement énergétique pour les collectivités. Je vous donne un exemple. Cet été, en 29 août, RTE, pour maintenir son équilibre production, a dû éteindre 2 gigawatts d'éoliennes à midi parce qu'il y avait trop de production par rapport à la consommation. Mais le même jour, à 19 h, il a dû rallumer une centrale au gaz de 3,5 gigas pour maintenir cet équilibre. Aujourd'hui, se pose la question de pouvoir fluctuer en termes de production, d'arrêter les productions d'énergie renouvelable. Et aujourd'hui, une des clés, et ce sur quoi insiste RTE dans ses discours, c'est optimiser ou déplacer les consommations au moment où ça produit, ou en tout cas les éoliennes et le photovoltaïque produisent, c'est-à-dire en journée principalement. Donc aujourd'hui, c'est la première brique. Et je vais laisser quelques mots à mon président pour conclure. Et donc effectivement, Partenaire 35, c'est un partenaire un peu particulier, ça parlera à ceux qui ont le même âge que moi. Ça permet d'assurer un partage local d'électricité renouvelable produite localement. C'est simple, c'est reproductible, il suffit d'une délibération, c'est pour tout le monde et on veut bien le diffuser dans toute la France entière à ceux qui en voudraient. Merci beaucoup. J'appelle sans plus tarder Soli à Tarn pour un modèle constructif innovant pour le logement très social, bas carbone, biosourcé et économe en énergie. Tout un programme. Est-ce qu'il y a possibilité? Ouais, super. Bonjour à tous. Alors, rien à voir avec les gros projets que vous avez vus. Nous, on fait des maisons individuelles, toutes petites, dans des dents creuses. Voilà.
Donc Joris Legros, directeur général d'ABIA Construction, et moi-même Alexandre Wodzinski, directeur de Solia Tarn. Solia Tarn, c'est au cœur de l'Occitanie, entre Toulouse et Montpellier. C'est 30 salariés actifs spécialisés dans la production et la gestion de logements très sociaux. Et ABIA Construction, c'est une filiale autonome de Solia. On est contractant général, maîtrise d'œuvre spécialisée sur la production de logements neufs. On vient vous présenter un modèle de construction innovant, économe en énergie, bas carbone et biosourcé que nous avons développé dans les contraintes budgétaires du logement très social. C'est-à-dire avec des coûts maîtrisés à la construction, des loyers faibles et des charges d'énergie faibles, été comme hiver. On a développé un process qui limite les déperditions et qui utilise des matériaux perspirants pour un coût identique à la construction traditionnelle, mais avec des performances nettement supérieures à la réglementation environnementale actuelle. Je vais vous laisser Joris qui va vous présenter techniquement un peu rapidement. Tout d'abord, 3 chiffres clés. Le temps de réalisation, on gagne en moyenne 30%. Au niveau des consommations projetées, on est en moyenne entre 50 et 60% en dessous de ce que nous exige la norme. Et on a plus de 80% de gains par rapport à la réglementation environnementale RE 2020, ce qui correspond bien sûr au palier RE 31, moins X% en fonction de chaque projet. Pour arriver à ces performances, notre modèle constructif s'appuie en majorité sur les matériaux bas carbone, biosourcés, notamment pour notre modèle les blocs de chanvre, du bois et du béton décarboné. Alors c'est du béton qui pollue 6 à 7 fois moins qu'un ciment standard. C'est à base d'argile, hein, rien à voir avec les productions de ciment standard. Ensuite, il s'agit de mettre en œuvre une isolation performante pour l'été comme pour l'hiver, car les consommations d'été doivent être autant réduites que celles d'hiver. Le modèle constructif s'appuie sur une enveloppe très performante, mais également sur un équipement adapté à l'enveloppe, qui nous permet de réduire énormément les consommations, puisqu'avec une bonne enveloppe et un équipement adapté, eh bien, on réduit beaucoup les consommations. L'ensemble des matériaux sélectionnés, l'ensemble des éléments et des composants sont 100% français, et donc on est très heureux de pouvoir le développer. Je vais repasser la parole à Alexandre pour finaliser. Voilà, donc vous avez un exemple de maison qui a été livrée en octobre 2023. Le loyer, c'est 386 €. On a 3 maisons de T3 à 80 mètres carrés qu'on est en train de construire pour les gens du voyage. Donc la production de logements biosourcés, bas carbone, économes en énergie, c'est possible pour le même coût que du traditionnel. Croyez-nous, c'est vraiment possible pour le même coût que du traditionnel. Et notez bien que c'est possible en petite unité dans les dents creuses, dans les communes rurales. C'est très très important. Les grands projets, c'est bien, mais vous avez besoin de construire localement. Merci beaucoup. Votez Solia Tarn. Dernière catégorie, mobilité décarbonée. Je vais accueillir Talano Technologies avec le projet Joseph, système de récupération des particules de frein pour les bus. Pour défiler les slides. On a une slide. Ah, vous avez une slide, ok. Je vous fais un signe à 2 minutes 40, comme ça vous avez le temps de conclure. Et commencez quand vous voulez. Alerté à 2 minutes 40, c'est ça? C'est contraint à 3 minutes, à 2 minutes 40, je vous fais un signe. Parfait. Quand vous voulez. Bonjour à tous. Alors, le nom de code de ce projet, au départ, s'appelait Joseph. Joseph, c'est le nom d'un enfant qui a des difficultés à respirer lorsqu'il y a plus de particules dans l'air. Et on est très heureux de pouvoir vous présenter ce projet chez Transdev. Donc, on est opérateur de mobilité. On est heureux d'avoir déjà 2900 véhicules zéro émission, principalement électriques, qui permettent de descendre le niveau, on va dire, de carbonation. Mais le sujet du carbone, c'est un sujet extrêmement important pour nous tous, mais c'est un sujet mondial. Il y a un autre sujet au niveau local qui doit nous préoccuper, c'est celui de respirer. La question de la qualité de l'air. La qualité de l'air, c'est extrêmement important. Et l'un des points intéressants à regarder, c'est en fait cette émission de particules à travers les freins. Et oui, on freine beaucoup dans les réseaux de transport public. Et donc, aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter un projet dont la première en France sera sur le réseau de Mulhouse, donc avec Mulhouse Agglomération, avec le réseau Solea, avec Iveco pour les véhicules et avec Talano. Et Talano va vous présenter une solution unique qui permet de réduire les émissions de particules.
Merci, merci Julien. Les particules de frein, d'abord, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une plaquette de frein, une garniture. C'est une garniture de bus, ceux qui sont utilisés par Mulhouse. Ça fait 2,5 kg. Sur un bus, il y en a 8. Et globalement, ça s'use dans l'année et nous avons 6-8 kg de particules fines qui sont émises. Ce sont des particules fines et ultra fines, 2,5 ppm et 10 ppm, etc. Elles sont ultra cancérigènes. Elles provoquent Alzheimer, enfin, un certain nombre de problématiques. Bref, c'est très mauvais pour la santé. Talano a développé un système que vous voyez là-dedans. Ce sont ces rainures qu'il y a sur ces particules. Grâce à ces rainures sur ces particules, lors du freinage, nous captons par le biais d'un aspirateur et nous retenons par le biais d'un filtre jusqu'à 80% de l'émission particulaire. Donc nous retirons de l'air que nous collectivement respirons jusqu'à 80% des émissions de frein. Ça n'a évidemment aucun impact sur le freinage, mais ça nettoie nos villes. Donc nous avons cette opération en ce moment avec Transdev sur la ville de Mulhouse, mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui dans le cadre de Euro 7, la nouvelle réglementation sur les véhicules routiers. C'est intégré dans Euro 7. Donc ça date d'avril de cette année, donc c'est très récent. À partir de 2030, ce sera une obligation, mais aujourd'hui, c'est déployable dès à présent sur l'ensemble des véhicules. Je laisse la parole à Julien pour conclure. Transdev est très fier, avec Mulhouse et avec Talano, de devenir exemplaire en matière de qualité de l'air. Merci beaucoup. J'invite la mairie de Saint-Gervais-les-Bains pour son projet Ascenseur des Thermes. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, ravi de m'être transporté du pied du Mont Blanc, puisque la commune de Saint-Gervais, c'est la commune qui a le sommet du Mont Blanc sur son territoire, pour vous parler d'une innovation qui est une innovation ancienne. Donc c'est quelque chose de très particulier, puisqu'on l'a appelé l'ascenseur des Thermes, puisqu'on va du bourg de Saint-Gervais aux Thermes. Mais c'est surtout parce que cet ascenseur, il bouge, il descend par le poids des eaux usées. C'est-à-dire qu'on redonne vie aux eaux usées qu'on capte dans la route, dans les tuyaux. On met ces eaux usées dans un gros bassin, enfin dans une grosse cuve, et ils sont injectés dans le bas de la cabine que vous voyez, une cabine de 16 places. Et comme ça, on descend, il y a un contrepoids, on produit de l'électricité, on consomme de l'électricité pour remonter, et on a quelque chose qui est plus que vertueux. Alors pourquoi ce n'est pas une innovation? C'est parce qu'un des ascenseurs à eau, ça existe. Un ascenseur à eau usée, ça existe depuis plus d'1 siècle à Fribourg, mais avec la modernité qu'on y a apportée, que Poma, l'entreprise qui est passée tout à l'heure, a apporté. C'est un numéro 0, ça n'existe pas dans le monde, et c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Alors ce qui est inouï, c'est que ça a un succès extraordinaire. Donc la mobilité de demain, c'est pas de remplacer un bus qui pue par un bus qui pue pas, c'est d'inventer la mobilité que demande la population. On l'a inauguré le 3 août 2024. En 3 mois, en 100 jours, on a fait 24 000 voyages, c'est-à-dire pour une cabine de 16, je ne veux pas être orgueilleux, je multiplie par 10, c'est 240 000 personnes qui ont été transportées pour une commune de 5 800 habitants. Je vous laisse voir qu'aujourd'hui, c'est un manège. Pourquoi un manège? Parce qu'on a aussi inventé un ascenseur valéen qui va de la gare de SNCF jusqu'au bourg de Saint-Gervais. Et maintenant, on a un parcours. Des gens comme moi qui sont vieux, qui marchent à plat et qui font le parc thermal, qui montent par l'ascenseur des Thermes et qui redescendent par l'ascenseur valéen. Donc voilà, c'est quelque chose de très vertueux, et c'est un numéro 0, c'est-à-dire c'est intelligence française, c'est Poma qui nous l'a inventé, et il faut effectivement qu'il fasse des petits frères et des petites sœurs, et la seule chose qu'on a imposée, c'est que ce soit marqué by Saint-Gervais. Merci beaucoup. Merci. Dernière solution à faire l'objet d'une présentation pour cette session, c'est la station rurale des mobilités de la SNCF. Oui, vous appuyez juste là, dès lors que le
slide apparaît. Quand vous voulez. Bonjour à tous, je suis Caroline Guérin, je travaille à la SNCF et je vais vous présenter le projet Station Rurale des Mobilités. Juste pour vous prévenir, je ne vais pas vous parler de train du tout, je vais vous parler de la mobilité du quotidien des habitants des territoires ruraux. Si on observe dans la ruralité, les offres de transport, elles sont très peu connues des habitants, du fait notamment qu'ils utilisent exclusivement leur voiture personnelle pour se déplacer. Alors comment est-ce qu'on peut rendre plus attractives ces mobilités? Comment on peut les rendre plus visibles sur le territoire? Si on regarde dans les grandes villes, aujourd'hui, les modes de transport sont adressés avec des mobiliers urbains. Dans la ruralité, il y a très peu de mobilier et du coup, les offres sont quasiment invisibles. Donc, ce qu'on a souhaité faire, c'est travailler une nouvelle gamme de mobiliers ruraux, d'une nouvelle sorte, pour composer des stations qui permettent de rendre visible et accessible l'ensemble des mobilités partagées et collectives sur un territoire donné. Notre ambition, c'est vraiment d'accompagner les habitants dans le changement de comportement de mobilité. Ces stations, on les a voulues comme des vrais offices de mobilité, c'est-à-dire un lieu qui fasse centralité dans les communes et qui soit très identifié par les habitants par les mobilités. Cette expérimentation, on l'a lancée en avril 2024 dans le Finistère, dans le pays de l'Andivisio. Et cette solution, elle se compose de 3 couches. La première qui est celle vraiment des mobiliers. On a créé cette gamme spécifique avec des objets très lisibles pour les habitants qui permettent d'adresser des usages tels que la pratique de l'autostop, du covoiturage, les transports scolaires. On a une deuxième couche qui est vraiment l'information unifiée. C'est parfois difficile pour les habitants d'avoir accès au plan de transport, aux grilles horaires. Là, on a mappé sur une seule carte toutes les offres de transport disponibles à l'échelle de leur communauté de communes. Il y a un vrai travail aussi de mise en relation des habitants avec des partages de trajets, avec de l'échange de services et d'objets et beaucoup d'animations sur le terrain pour faire connaître l'expérimentation, faire tester les solutions et adresser les habitants vers celles qui sont plus pertinentes pour leurs besoins. On a une dernière couche qui est, en plus des offres qui sont présentes sur le territoire, on propose, nous, un bouquet de solutions qui va d'itinéraires marchables jusqu'à l'autostop, le covoiturage et le partage via la location de vélos à assistance électrique et de voiturettes électriques sans permis. L'idée, c'est d'être super inclusif. On est sur de l'appel téléphonique, de l'application digitale et on s'adresse aux jeunes de 14 ans qui n'ont pas le permis jusqu'aux seniors qui ont envie de lâcher l'un de leurs véhicules. Ce projet, on l'a co-construit avec le territoire, avec les habitants, les élus, pour être au plus près de leurs besoins. Et aujourd'hui, via cette expérimentation, on cherche à déployer une solution industrielle qui pourrait être installée dans différentes communes de France pour répondre au droit à la mobilité pour tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de ce premier événement. Je vous donne rendez-vous ce soir de 18h à 19h pour connaître ensemble les heureux gagnants pour chaque thématique. Merci beaucoup.